Épisode 28 de 35 mm de podcast. Hey, le 35 de 35, ça va être malade. On fait ça un anniversaire. On fait quelque chose. 35 de 35. Je sais pas quel réalisateur ça va prendre là, pour que ça soit peut-être thématique. Là. On s'en quelque chose. Ça, on a encore quelques épisodes. Quelques semaines encore. Mathieu, comment ça va? Eh ben, ça va bien, toi? Oui. Ben oui, t'as l'air tout beau avec ta chemise. Ah, ouais, les cheveux coupés. Ceux qui sont en audio, vous manquez quelque chose. Allez nous voir sur YouTube. Oui, et si vous nous regardez en vidéo, oui. Vous allez voir notre décor. On va les plugger tout de suite. Vas-y donc. Ben, on est à l'Adversaire, le pub le ludique, qui est aussi une boutique, que ça a viré encore plus boutique avec la pandémie. Alors, jeux de société de toutes sortes, des passionnés qui sont ici. Ouais. On n'est même pas payé pour dire ça. Non, ben non. Ils sont gentils et ils sentent bon. Tout à fait. T'as pu le confirmer? Tu magasinais juste avant qu'on commence? J'étais comme... Fuck, j'avais jamais vu. J'aime bien gros Wonder Duel. Je savais pas qu'il y a des extensions. Là, je suis comme, oh shit. Parfait. Fait que voilà, la plug gratuite est faite. C'est sur Sainte-Catherine à Montréal. Allez voir ça. Site Internet, Facebook aussi. Plus de détails. Puis là, on rentre dans le vif du sujet. Ben oui. On parle cinéma encore une fois. C'est pas une surprise. Et oui. on se gâte. Ben, je dis tout le temps ça, mais c'est comme... Je suis un peu excité. Un peu plus. C'est une petite bébite dans l'univers cinéma américain. Un cinéma, on pourrait dire quasiment bonbon, mais là, on va revenir parce que c'est pas toujours beau et joyeux. Mais c'est mais il y a des bonbons qui goûtent pas bon. Exactement, la tire Sainte-Catherine. Hein, ça pogne dans les dents. On parle de Wes Anderson. Oui. Écoute, c'est un réalisateur qui est très aimé et c'est peut-être un qui est très connu au-delà des gens, tu sais, des gens qui sont pas nécessairement cinéphiles ou tripeux de films vont quand même avoir été interpellés par son cinéma à un moment ou un autre, surtout dans les dernières années. Grand Budapest qui a comme été partout. Si tu l'as pas vu ou tu n'en as jamais entendu parler, c'est plutôt rare. Là. C'est plutôt rare. Je te dirais Fantastic Mr. Fox revient souvent là, comme notre ami Dom. Oui. Des proprios aussi qui regardaient tantôt la liste. T'es comme, je connais juste Mr. Fox. Film d'animation en stop motion, on pourra en reparler tantôt, mais là aussi, je pense qu'il est allé chercher peut-être une crowd plus large un peu, animation. Ça a peut-être été... il a peut-être été chercher un step là, de crowd. Oui, tout à fait. Puis Grand Budapest, je pense, ça a été un peu la confirmation après 7, 8. Je pense qu'on a 9 films. Oui, c'est 9 films, c'est ça. 9 films. Il a commencé milieu 90. J'ai pas fouillé sa biographie, il n'y a pas tant de choses, mais tu vois que c'était quelqu'un qui était très créatif, qui voulait être archéologue, qui voulait être auteur. Pas l'archéologie, mais l'architecture, ça, je veux dire. Tu sais, être architecte, on l'associe beaucoup à le métier de réalisateur parce que veux pas, tu montes un film, c'est tellement de chapeaux que tu as à mettre, puis tu as tellement besoin d'avoir une vision. J'avoue de voir tout le plan, l'espèce de... Puis avec du Wes Anderson, on a de la maquette, du stop motion, on est encore plus dans le matériel. Oui, c'est clair. Puis déjà, Rushmore, c'est pas autobiographique, mais il disait presque, là. Je sais pas si tu as vu des entrevues là-dessus. Il s'est beaucoup inspiré de son high school. C'est ça, mais l'idée, il faisait des pièces de théâtre, tu sais, fait qu'il y avait déjà ce côté-là, tu sais, de conteur. Ouais. Parce que c'est vraiment un conteur, ce gars-là. Puis on le voit que son cinéma est en partie... Là, je veux pas faire peur aux gens, mais c'est comme un genre de théâtre, des fois filmé, parce que c'est très... c'est la mise en scène. La mise en scène peut sembler un peu théâtrale. Ouais. Mais je pense que c'est la rencontre peut-être avec Owen Wilson qui est très importante dans son parcours et qui définit les premières années de sa carrière. Ils se sont rencontrés à l'école, ils ont étudié ensemble, puis ils sont devenus amis très rapidement. Et je pense que c'était des tripeux de films. Ils voulaient faire quelque chose. Donc, ça a commencé par des Super 8 ou des trucs comme ça. Et pour en arriver à Bottle Rocket, qui était... au départ, un court-métrage de 13 minutes, qui ont réussi à envoyer ça à Sundance. Bottle Rocket, qui est devenu leur premier long-métrage 3 ans après, en 96, et qui est un heist movie, là, un film de... L'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Un film de cambriolage avec des jeunes crooks. Là. Donc, eux, je pense qu'ils voulaient vraiment faire un espèce de Godfather Scorsese. Tu sais, ils étaient vraiment inspirés par Goodfellas qui venait de sortir. Puis leur court-métrage est très gritty, en noir et blanc. On retrouve un peu le côté raw aussi dans la version du long-métrage.
L'histoire est quand même assez intéressante. Il y a des vidéos là-dessus, vous pourrez aller voir, mais ils ont comme, je sais pas si c'est de la chance, il y a évidemment du talent, mais il y a comme une productrice qui les a pognés. Ouais, mais c'est ça l'histoire. Hein. C'est ça elle était à Disney? Je sais pas. Il y a un lien avec James L. Brooks aussi, producteur des Simpsons, qui leur a donné une chance. Là. OK, tu parles pour Bottle Rocket. Ouais. OK, moi, c'était comme après Bottle Rocket. OK. J'ai oublié son nom, mais c'est un dude. Parce que Bottle Rocket a eu un mini écho ou presque pas. Là. Il y a eu un culte par après, là, quand le monde a découvert Wes, là, on a redécouvert ce film-là. Mais lui, ce qu'il disait, ce qui est arrivé, c'est que c'est un gars de Disney très haut placé qui a vu le film. Il dit, je n'ai aucune idée où il l'a vu, mais il a vu le film. Puis il l'a appelé puis il a fait « Yo, ton prochain, tu viens le faire à Disney. » OK, puis là, ça a fait Rushmore. Qui a fait Rushmore, puis il est parti là. Puis mais tu sais, c'était pas sur... Disney avait comme une autre étiquette là, de film indépendant. Là, je me rappelle plus le Touchstone ou... Je me rappelle pas c'était quoi à cette époque-là. Puis c'est pas pour rien. Moi, j'ai Disney+, puis on a tout... ces films, sauf Bottle Rocket, évidemment, qui était avant, et Moonrise Kingdom, qui devait être une autre production. Mais le reste, tous ces films sont là. J'avais été comme surpris. Ben, c'est le fun pour nous, en tant que consommateurs aussi, là, de les avoir accessibles depuis la plateforme. Oui, c'est ça. Il y avait tout, sauf Bottle et Moonrise. C'est les deux qui manquaient. Mais c'est ça, tu vois, l'espèce de hasard. Reçois un appel. Hey, j'ai vu ton film, puis ton prochain, tu viens le faire chez nous. Ouais. Comme ça arrive jamais, là. Mais il y a quelque chose, ce gars-là, il fait quelque chose qui est pop, mais pas de manière très nécessairement conventionnelle, mais que, écoute, tout le monde, si vous pouvez juste comme, c'est ceux qui l'ont pas vu, d'enlever cette espèce d'appréhension-là. Je veux dire, c'est tout le temps un peu drôle, il y a du drame, mais c'est dans un plaisir tout le temps. Vraiment, un design unique. Là, on vient de parler un peu de la petite histoire de ses débuts, mais si on essaie de se recentrer sur son style, parce que là, ça se peut qu'on navigue de façon peu orthodoxe, contrairement à nos récents épisodes, parce que j'ai l'impression qu'on va se répéter si on y va avec un film à la fois, parce que oui, il ajoute toujours une couche, il se perfectionne, à chaque fois, mais il se ressemble dans sa différence. C'est tellement difficile à dire. Souvent, il se faisait reprocher de « tu fais souvent la même chose », puis il dit en entrevue, mon premier réflexe, c'est de me fâcher puis d'ignorer ce commentaire-là ou de répliquer « ben, je fais ce que j'aime ». Ouais, c'est ça. Tu sais, tous ces films, c'est toujours des univers, puis on peut pas y reprocher de voir toujours exactement la même trajectoire. Non, il va dans les fonds marins, il va en Inde. La famille Tenenbaum, là, vraiment l'étude d'une famille dysfonctionnelle à tous les niveaux. Rushmore, c'est un film d'ado, l'espèce de coming of age. Tout à fait. Mais qui est twist en tabarouette. Là. Ouais, dans un triangle amoureux. Oui, c'est ça. On pense que ça va aller dans l'idée de le jeune avec son mentor, qui est un peu ça, mais que finalement, c'est comme la guerre avec le mentor. En tout cas, fait qu'il twist tout le temps de manière. Mais c'est ça, fait qu'il va chercher des histoires différentes. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est que son style visuel prend beaucoup de place et c'est ça qui est intéressant. Je sais pas si tu avais vu cette vidéo-là, mais qui parlait du l'antinaturalisme, en fait, dont il démontre. Oui. Quand je parlais de théâtre, c'est que c'est très frontal. C'est très frontal. Ça a l'impression de petites scénettes. Mais jamais tu as l'impression que c'est décousu. Tout coule. C'est jamais du théâtre filmé. Non, c'est jamais. C'est ce terme-là dans les premiers films, surtout les premiers films québécois ou des trucs. Ah, ça, c'est du théâtre filmé. T'sais. Mais là, on parle de théâtral dans le sens de... plus les codes du théâtre, mais vraiment adapté pour le cinéma. Oui, exactement. Il se permet des mouvements, des affaires, mais il se limite dans ce qu'il peut faire, mais il utilise tout ce qu'il peut faire dans le cadre qu'il se donne. Puis c'est fou, là je vais revenir rapidement à Bottle Rocket, là, qui vaut vraiment la peine. C'est vraiment bon. Ça reste un premier film, mais il y a tellement des choses qui ont fait sa réputation, qui sont déjà là en 96. Tu fais, wow, il y avait déjà ça en tête. Donc la symétrie, le tracking shot, évidemment, je pense. Au fil de ces films, la caméra est de plus en plus mobile. Le rail est son meilleur ami. Oui, c'est un rail, parce que c'est pas des tracking shots à la P.T. Anderson. Non, c'est plus Scorsese. Très fluide, mais qui rentre, qu'on suit quelqu'un, ça tourne de bord. Lui, c'est vraiment, il est sur des axes. Lui, il est très point cardinaux, en fait. Oui, c'est vrai. Fait que c'est nord-sud, donc il rentre ou il sort, ou il va gauche-droite. Ouais. C'est très 2D. C'est très 2D. Fait que c'est
soit qu'on va ou on sort, on va de côté, on va de côté. Des fois, il fait un pan. Oui. Les switch pans qui sont toujours à 90 pour être toujours face à un mur ou avoir cette composition de plan. Ouais. Il y avait un terme que j'ai lu, c'était planimetric composition. Ouais, c'est ça. Fait que donc, les personnages qui naviguent en parallèle avec le background. Oui, parce que ça, en fait, c'est que là, on est vraiment dans l'idée de l'art. Donc, il filme très carré parce qu'on regarde comme si on était dans le musée puis on regarde une toile. Une toile, tout à fait. Fait que c'est comme ça, tu sais. Puis là-dedans, comment il peut avoir un mouvement, où il peut placer les personnes pour créer un effet. Le terme de mise en scène est utilisé en cinéma. On dit un réalisateur, c'est un metteur en scène aussi, mais c'est beaucoup un terme de théâtre, là. Ouais. Et lui, il va faire justement une mise en scène dans son cadre cinématographique. Donc, il va vraiment, la direction de comédiens, les placer. Ils doivent avoir des marques tellement précises pour que des fois, tu as 8 personnages, 12 qui regardent tous la caméra. Il n'y en a pas un qui cache un autre. Tu sais, c'est très, très, très précis. Oh, c'est extrêmement précis. J'ai vu une entrevue avec son directeur photo. Qui est toute sa carrière, je pense qu'il est arrivé à Roche. Il n'a pas fait... Non, il était là dès le premier. Dead Bottle, OK. Je ne savais pas qu'il avait fait Bottle. Robert Yeoman. Il avait déjà fait quelques films avant, mais après ça, il s'est connecté à Wes. En tout cas, Wes ne peut pas vraiment travailler avec quelqu'un d'autre parce que c'est ça qui c'est Robert, non? Ouais. Robert, c'est ça. Tu sais, il dit... je sais, à chaque fois qu'il arrive sur le plateau, parce que le plateau souvent s'installe avant que nécessairement qu'il soit là, ou il va faire autre chose, puis il revient. Puis il dit, il regarde même pas l'écran, puis il est tout le temps comme, ouais, c'est pas drette, c'est sûr, c'est pas drette. Ben oui, c'est drette. On est drette. Square. Ouais, c'est ça, parce qu'il met des tapes. Tu sais, le DOP a comme développé sa technique pour travailler avec lui, pour plus qu'il se fasse achaler. C'est mesuré, là, tu sais, au tape à mesurer sur le Madbox, ou du moins sur la lentille, là. Il va faire, OK, le personnage, il est pile, là. Ouais. Puis c'est sûr qu'ils ont des marques. Puis, tu sais, souvent, ce qu'il semblait dire dans l'entrevue, c'est souvent les DOP, vu que c'est eux qui, un peu, souvent, opèrent la caméra puis tout ça, c'est souvent eux qui vont dire aux comédiens, ils donnent pas de note de jeu, mais donner comme, ah non, t'es avancé, t'as trop avancé, t'étais pas dans ma... Tu sais, le focus, il arrête là, fait que t'as trop avancé, recule. Okay. Mais il dit ça, j'aime ça parce que c'est Wes qui fait ça. C'est pas moi qui est le fatigant. On le voyait sur le plateau, il y a un making-of de Grand Budapest Hotel, puis avec, jamais, il y a un petit shot avec F. Murray Abraham. J'ai pas vu la vidéo. C'est juste un petit moment, là, mais tu sais, c'est rien de gros, là, mais tu sais, c'est juste, il est assis sur un banc, évidemment, de côté, puis la cam, il faut qu'elle avance ou recule, peu importe, là. Mais lui, tu sais, il voulait que l'acteur soit vraiment droit, mais je pense qu'il y a comme Quentin, juste un peu. Puis là, Wes t'a fâché. Donc ça, c'est des trucs qui sont comme visuels que tu captes rapidement. Les slow motion aussi, qui est comme sa marque de commerce, une des marques de commerce, il y en a tellement, mais le changement de vitesse. Donc, pas juste le slow motion. Dans Darjeeling Limited, il y en a plusieurs qui sont frappants sur une musique et qui sont longs, courir après le train, puis un long slow motion de 2 minutes. Là. Mais des fois, ça va être un changement de vitesse et souvent, dans les fins de ces films, surtout en début de carrière, ces premiers films, ils finissent toujours par un changement de vitesse qui vire au slow motion. Et Bottle Rocket, il y a ça aussi. C'est fou. Donc, ça vaut la peine de retourner à ce film-là et le voir. Et toi, mettons, c'est quel moment que tu as rentré en contact avec lui? Je me suis pas posé la question. Je vais te laisser répondre, je vais y penser. Je pense que c'est... j'ai vu Zizou en premier. Puis après ça, je suis revenu à Tenenbaum. Après ça, je suis revenu à Rushmore. OK. Puis ça m'a fait capoter, tu sais, Zizou, excellent film. Tu sais, c'est qu'il aime ça, puis ça fait partie dans des trucs qui reviennent de différentes façons, mais l'histoire, tu sais, l'idée de l'histoire dans l'histoire, il joue beaucoup avec le côté qui est l'auteur de tout ça. Tout à fait. Et qui est un peu une rigolade qu'il doit avoir un peu avec lui-même, parce qu'au cinéma, c'est beaucoup, c'est le réalisateur qui est... C'est le maître de l'histoire. Le maître du film. Mais là, il met tout le temps en scène, soit dans Rushmore, il y a l'idée du théâtre, c'est les rideaux qui ouvrent sur les scènes qui ferment. Différents mois. Les mois qui avancent, puis ça fait des comme au théâtre, les scènes, et le changement. Mais tu sais, Zizou, c'est ça. Zizou, c'est le film dans le film, en plus. Le film. Puis là, il aime ça jouer avec ça, juste pour niaiser tout le monde. Puis en plus, son style, comme on dit tantôt, qui est tellement marqué.
fait qu'on l'oublie jamais que Wes Anderson est là. On parlait beaucoup de fingerprints avec Wes Anderson. La trace du réalisateur est là tout le temps. L'inverse d'un Haneke, l'inverse de d'autres qu'on a parlé. Là, c'est comme, je veux que vous sachiez que c'est un film, tu sais. C'est ça. Tu as donné quelques exemples, mais il y a aussi le livre dans Royal Tenenbaum. Le livre aussi. Le livre aussi dans Moonrise, je pense. C'est un peu ça, par chapitre. L'idée du chapitre est là. Moonrise, les livres, c'est plus la fille, mais c'est un narrateur qui est direct dans la caméra. Qui est un cartographe là, qui parle beaucoup de justement des lieux. Des lieux, oui, c'est ça. Mais Zizou, déjà, moi, j'ai capoté. Ça, c'est quoi, 2004-ish, là, en tout cas. Fait qu'on est comme... c'est les années d'Eternal Sunshine, tout ça. Fait que, tu sais, il y avait déjà... tu sais, je compare pas ces deux films-là, mais j'ai comparé dans l'idée de... Il y avait une volonté d'essayer, tu sais, Vraiment, d'une bulle qui était poético-drôle ou tu sais comme très créative aussi, une bulle qui OK, on y va, on essaie quelque chose qui est bubbly puis qui a plein de couches à l'histoire, tu sais comme drôle et pas drôle et touchante parce que ça reste l'histoire d'un tu sais à la base parce que son ami il s'est fait manger par un requin tigre. Un requin jaguar. Requin jaguar. On n'est pas vraiment sûr si c'est parce qu'on n'a jamais vu le requin. Le monde pense qu'il ment, il ment dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas... Ouais, moi, c'est mon préféré. J'en ai d'autres coups de cœur, mais c'est peut-être le premier... C'est pas le premier que j'ai vu, je repense à ta question. Moi, j'ai découvert sur le tard, comme bien des films. J'ai été cinéphile, moi, à partir du cégep seulement, tu sais. Fait que moi, mon cégep, c'est 2005 à 2007. Puis même encore là, c'est après que j'ai comme fait un espèce de rattrapage cinéma. Puis je pense que c'est fantastique, Mr. Fox. C'est quand même 2009. Tu sais, j'avais 20 ans, 21 ans. Donc, j'ai découvert ça, puis j'ai tout écouté après, mais tu sais, sûrement dans la même semaine, je me connais, là. Ça devait être ça à l'époque. Donc, ça a tout été d'un coup. Mais mon premier vrai coup de cœur a été Life Aquatic. Je pense l'idée de réalisateur dans un film, j'aime beaucoup l'espèce de mise en abîme. Ça me plaît beaucoup au cinéma. C'est pas toujours réussi, mais là, ça marche au bout. Puis l'humour tellement laid back, décalé. Tous les personnages, mais surtout Bill Murray, puis j'ai l'impression qu'on va le nommer souvent, évidemment, mais il joue tellement off. C'est ça. Comme s'il s'en crisse. On dirait qu'il s'en fout, mais ça fait partie du personnage et ça donne un ton qui est assez unique, puis d'une comédie qui me fait beaucoup rire. On souligne jamais le gag, mais il est tout le temps là. J'ai deux choses à redire là-dessus, mais premièrement, Bill Murray, on dirait qu'il a pratiquement tout le temps pseudo le même rôle. Pas mal, mais... tu sais, c'est ça, c'est comme les films de Wes Anderson que on dirait qu'il fait la même affaire. T'sais, Bill Murray joue la même affaire, mais c'est pas tout à fait. Mais c'est plein de déclinaisons. Des petites déclinaisons de cette espèce de personnage-là, soit froid ou pas tant dans l'émotion. Dépressif, là, le personnage brisé. Là. C'est ça, qui est un peu éteint, fait que pas très... mais Zizou, c'était pas l'arrivée de Baumbach. C'est ça. La scénarisation. Mais ça, on peut faire un petit bulle sur la scénarisation parce que, comme on en reparlait ensemble, il a contribué à tous les scénarios, mais toujours en tandem ou en trio, pas toujours avec les mêmes, mais on a pas mal sa famille. En fait, il y a comme un bagage de 4-5 personnes qui reviennent, qui partent. Comme je parlais, il avait commencé avec Owen Wilson. Il a fait 3 films qu'il a écrits, mais à un moment donné, Owen s'est mis à être plus populaire, faire des comédies d'action avec Jackie Chan, entre autres, et dire « wow » partout. Et bon, avec Life Aquatic, là, c'est Noah Baumbach qui est arrivé en tandem. Ils font pas le même cinéma si on les compare comme réalisateurs, mais il y a une certaine parenté. À ce moment-là, Baumbach il avait fait 3-4 films. C'est pas ses meilleurs, mais on était plus justement un peu dans des coming of age, comédie, un peu Woody Allen-esque là, déjà. Et l'année d'après, il a fait The Squid and the Whale. C'est comme si j'ai fait Life Aquatic, qui est vraiment un grand film à nos yeux. Là, on en parle depuis tantôt. Puis l'année d'après, il a fait peut-être un de ses plus grands films aussi, qui marquait une cassure dans son cinéma. Évidemment, on en reparlera dans l'épisode sur Noah Baumbach, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette collaboration de 2 personnes que j'adore. Ouais, c'est ça, c'est que, tu sais, c'est ça, visuellement, écoute, c'est deux bébites complètement différentes, mais, tu sais, je pense qu'ils se rejoignent quand même dans... La famille est quand même là, la famille dysfonctionnelle, où souvent, Wes, ça va être
la pseudo-famille, tu sais. Une famille qui n'est pas nécessairement de sang, là, mais qui va être une gang. Grande Budapest, les employés sont une famille. Life Aquatic. Life Aquatic est comme son fils, pas son fils. Mais le crew. Le crew et ses enfants, tu sais. Willem Dafoe, c'est comme si c'était son fils qui avait jamais eu. Il est drôle là-dedans. Il est parfait. Tout le temps, mais... Il est toujours bon, cet acteur. Mais c'est ça, c'est que West aussi, c'est payant là, je dévie, mais c'est payant de pas surjouer parce que l'univers est tellement coloré, tellement pété. C'est ça, c'est le clash de ça. Tu peux pas en mettre trop parce que c'est là que ça va tomber théâtre. C'est là que ça va faire comme les portes ouvertes. Hey, la belle-mère! Fait que t'as comme pas le choix de laisser ça parce que souvent le gag va être quasiment plus visuel ou le pan à quelque chose, la réaction d'un autre. Dans les silences aussi. Les silences, c'est ça. Mais je sais pas ce que je disais avant. Mais là, on parlait de la collaboration avec Noah Baumbach. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est ça, les thèmes, ils se rejoignent quand même. Dans ce style-là de la famille, l'unité qui s'aime, mais qui en déclin un peu aussi. Qui s'aime, mais qui s'aime mal, ou qu'il y a comme des clashs. Tu sais, Moonrise, c'est ça, je veux dire, c'est deux enfants de. Ben, il y en a un qui n'a plus de famille, puis l'autre qui a une famille. Mais ça, tu sais. Qui a pas l'air d'être, tu sais, elle n'est pas maltraitée, rien, elle est juste comme oubliée, un peu rebelle. Puis, mais tu sais, le kid avait comme sa famille des scouts, tu sais, il y a comme. Puis tu sens que le village a un clan, tu sais, il y a quelque chose, il y a tout le temps des couches à tout ça. Puis justement, par le fait que, tu sais, Baumbach, lui, il est vraiment plus dans le naturaliste, là, tu sais, on est plus dans une réalité, là. Le cinéma artificiel de Wes Anderson, c'est vraiment propre à lui. Mais là. je pense que ça s'aide. Tu sais, les deux s'aident, dans le sens, ils bounce un peu. Je pense que oui. Un l'autre. Puis il y a souvent des moments à chacun de ses films, une espèce de moment un peu plus groundé d'humanité, random, que là, on dirait qu'on est dans un vrai film, je mets des guillemets, mais dans un vrai drame, tu sais, on sort un peu de la bulle fucked up, tellement éclatée, avec souvent une relation entre deux personnages qui vont être sur le bord de l'émotion. Tu sais, j'ai l'impression que ça vient peut-être de ses co-auteurs. J'y enlève pas qu'il n'est pas capable d'amener ça, mais il y a un petit moment de réalisme des fois avec Life Aquatic. On a Bill Murray puis Owen Wilson juste avant qu'il y ait le crash d'avion. Ils se mettent à se dire les vraies affaires. Mais je pense que ça fait partie de lui. Je sais pas si c'est ce qu'il y a laborateur, mais c'est que c'est tellement... C'est ça, tout est très cadré, tout est très clic. Puis quand il arrive à ça, il relâche un peu. Mais ça fait que ça le rend... Tu sais, c'est qu'il n'y a pas besoin de sortir les violons. Non. Les violons viennent du fait qu'il relâche puis il nous montre la tendresse de cette affaire-là. Puis tu es comme, Puis genre, j'ai plus besoin de mon cadrage, je le laisse vivre, puis après ça, on revient. Puis ça fait que ça rend le truc encore plus émotif, encore plus touchant. C'est dans le rythme. Grand Budapest, tu sais, toute la sortie de prison, c'est comme un 10 minutes de clac. Ben, tout le film est sur un pace tellement rapide que quand ils sortent, il est avec Zero, là, les deux personnages, Ralph Fiennes. Puis là, c'est quasiment un plan fixe qui parle pendant 5 minutes, là, vraiment plus calme, groundé, touchant. Puis, on retourne dans la comédie. C'est ça. Puis si on continue vite, avec qui il a écrit, il y a Jason Schwartzman aussi. Qui est embarqué. Qui est dans la grande famille des Coppola, parce que c'est... je dis la famille des Coppola parce qu'il y a Roman Coppola aussi qui va écrire avec eux. Donc, vite, l'arbre généalogique. On a Jason Schwartzman, qui est le neveu de Francis Ford Coppola, réalisateur du Parrain, Apocalypse Now. Et sa mère, c'est Adrienne dans Rocky, entre autres. Shit, c'est vrai. C'est ça. Donc, cousin avec Sofia Coppola, réalisatrice, et par de fait même, Roman Coppola. Donc, c'est tout regroupé, ce monde-là. L'idée du clan, de la famille, ça revient. Ouais, Schwartzman, en plus, ça a l'air que ça a été long avant qu'il le trouve pour Rushmore. Oui. T'as-tu vu ça? C'est un peu un hasard de circonstances. Puis il avait tellement auditionné de monde. Puis même, il était sur le bord de ne pas faire Rushmore parce qu'il disait que j'ai pas trouvé l'acteur que ça prend. T'sais. Ouais, puis à l'écouter, tu fais comme moi, je vois pas personne tu sais, comme faire ça. Parce qu'il est comme il y a comme plein de couches de comme il pourrait être fendant, désagréable, mais il est accroché. C'est comme le loser sûr de lui. Là. Il a une confiance implacable, mais fendant en même temps, mais loser dans un sens aussi. Du moins, il réussit pas à l'école, il se fait bully, mais il build des groupes. Mais la confiance, c'est ça, il n'y a pas de confiance brisée par tout ça. Il est juste comme non, puis...
il va voir Bill Murray, il va chercher de l'argent. Il a besoin de 35 000 $. Pour creuser, pour faire un aquarium. Je te donne 2005. OK. C'est ça, Owen Wilson, Schwartzman. Bill Murray. Mais tu sais, tout le monde finit par bien jouer parce qu'à un moment donné, il y a tellement des gros noms. Il y a tellement de gros noms qui reviennent que les gens sont fidèles à lui. Il y a vraiment sa famille. Comme les Coen aussi, un peu leur base d'acteurs, actrices qui revient souvent. Il y a tellement de similarités entre ces deux cinéastes-là. Là. Si on parle des Coen puis Wes Anderson. Puis vite, je reviens à ce que je voulais dire tantôt. Mais les deux utilisent beaucoup des plans très larges. Puis on en parlait avec Coen, c'était des wide angles. Ouais, beaucoup de wide. Puis c'était beaucoup pour montrer l'univers qui définit le personnage et vice-versa. C'est comme voir son habitat. Puis c'est exactement ça. Wes Anderson aime ça, montrer en plan large. Il y a des plans serrés, mais montrer en plan large Hey, regarde, ça, c'est chez eux ou c'est son milieu de travail. Puis c'est tout à être en concordance. Là. C'est ça. Visuellement, les couleurs. Les couleurs, ce qui est accroché au mur. Où il est placé dans le cadre, tout ça parle sur la personne. Puis les côtés, les personnages aussi qui ont plus des costumes, ils vont être habillés tout le temps pareil ou certaines déclinaisons. Ouais, déclinaisons de ça. On repense à Ben Stiller dans The Royal Tenenbaums puis ses deux fils en jumpsuit de sport rouge. Ils ont ça tout le film. À la fin, pendant les funérailles, sont en jumpsuit noir. On a comme quelque chose qui suit, qui fait vraiment c'est ça, cartoon, bande dessinée. Dans les Simpsons, ils sont tout le temps bien pareils. C'est un peu ça. Là, qui... c'est ça. Ah, tout à fait. Puis, est-ce qu'on va sur Mr. Fox? On n'a pas parlé de son incursion animation. C'est rare quand même qu'un réalisateur de live action va faire « Hey, regarde, ça me tente de faire... » Il a fait son Tim Burton de lui-même. Oui, c'est ça. Je sais pas c'est quoi qui a été le déclencheur. Je sais que... parce que je l'ai entendu parler, puis on est revenu sur le fait que c'était quand même une crainte pour lui de ne pas se répéter. Puis le monde il disait souvent, on dirait que tu refais le même film, c'est le même film. Je sais pas s'il y avait un peu de ça de je vais aller à l'animation parce que là, je vais leur répéter mon cadrage, mes affaires, mais... Il peut être encore plus calculé. Oui, encore plus contrôlé. Puis ça marche encore plus du fait en plus que c'était un livre pour enfants qui existait. The Roald Dahl, qui est un héros pour lui. Je pense que c'est peut-être aussi ça l'élément déclencheur. Probablement, mais lui, il a écrit... c'est vraiment énormément connu aux États-Unis, là, moins ici. En Angleterre aussi, il est anglais. Mais mondialement, mais je parle, mettons, Québec pour nous, dans notre enfance, on a moins eu accès à ces livres, mais il y a eu des méga hits pour enfants. Charlie et la chocolaterie, juste dire ça. Oui, c'est ça. Il y a bien des affaires. Et son livre venait aussi avec... en tout cas, je ne sais pas si c'était toutes les versions, mais j'ai vu un truc, puis il montrait une édition du livre, puis il y avait des dessins. Il y avait tout le temps un peu des dessins dans ses pages, tu sais. C'était pas une BD en tant que telle, mais ça venait avec des dessins. Puis tu vois qu'il y a quand même... Assez fidèle à ça? Il était assez fidèle, tu sais... on regarde les dessins, puis tu vois, OK, il a quand même pris... ça ressemble, tu sais, les personnages. Puis, tu sais, le stop motion est assez unique aussi. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il est unique? Ben d'abord, les poils. Parce qu'ils bougent tout le temps. Fait qu'on sent vraiment la trace des marionnettistes qui manipulaient avec du vrai... des vrais poils animaux. Comme dans King Kong, le vieux des années 30, je ne sais pas si c'était du vrai poil, mais du moins c'était manipulé de la même manière. Mais il y avait un pelage. Il y a un pelage, fait que, tu sais, une espèce de scintillement qui bouge que tu n'as pas dans d'autres films d'animation stop motion. Mais c'est ça, ça a l'air que, évidemment, toute l'équipe d'animateurs qui ont engagé lui déconseiller de faire ça, c'est sûr. De pas mettre président master aussi avec les technologies, on peut rajouter du poil, là, tu sais. Fait qu'on va l'animer, puis tu rajoutes en ordi. Mais ça a l'air qu'il expliquait pas vraiment pourquoi. Il disait non, je veux ça. Puis c'est ça. Ça a fini la discussion. Puis je pense souvent c'est un peu ça. Ça revient quand on avait dit moi j'aime ça. C'est ça. Ils filment, ils mettent quoi? Je trouve ça beau. J'aime ça, c'est ça. C'est tout. On arrête d'en parler. Puis je vous donnerai pas une thèse sur pourquoi. C'est ça que j'ai envie. C'est ça, j'ai envie. Pas besoin d'être symbolique, pas besoin d'avoir une référence. On expliquait, oui, mais vous savez, le poil, là, non. Regarde, je trouve ça beau, c'est tout.
Ça va bouger, ben oui. Puis il y en a où ils sont dehors, il y a du vent. Même pas, ils sont dans le terrier, puis ça bouge, mais on s'en fout. Ça marche, là. Non, ça marche au bout. C'est tellement différent d'un film d'animation. C'est assez tous âges, mais c'est différent d'un Pixar ou de quelque chose qui est très axé sur les jeunes. Peut-être par le doublage aussi, quand on parlait à quel point c'est tellement éclaté que les personnages, ils jouent off, que là, ça paraît encore plus que c'est des voix d'humains. Ouais, ben oui. Ben, c'est sûr. C'est pas joué comme... George Clooney qui est là-dedans, mais toute sa clique est là, Bill Murray, ça. Les voix, c'est vraiment bon. Puis ce qui est hot, je sais pas si tu savais, mais ils ont enregistré les voix... dans un setup similaire quasiment à l'histoire. Ben, c'est que si, mettons, ils faisaient OK, cette scène-là, c'est dehors, il allait dehors. Ouais. Puis tous les acteurs étaient là, ce qui arrive jamais. C'est tout le temps chacun leur tour. C'est chacun leur tour. Clooney, on l'a 3 jours, il va là, puis il fait toutes ses lignes tout seul. Il fait qu'ils ont fait ça, je sais pas combien de temps, mais j'imagine en temps assez réduit. Mais il a réussi à avoir tout le monde. Puis il y a ce fait-là aussi, il y a déjà sa clique qui est en admiration. S'il dit à Bill Murray, Schwartzman, viens pour une journée, il va venir. Ouais, puis juste faire des voix, puis tout ça. Puis on va essayer d'avoir l'horaire de tout le monde, puis que ça fit, d'avoir Clooney, puis en même temps, tout le monde embarque dans son trip, puis de faire ça va être le fun. Au lieu dans le studio, on va tout dehors, puis on écoute Clooney. Là, OK, là, c'est Clooney, puis l'autre qui se parle, ils sont là. Ouais. Puis ils écoutent. Puis en même temps, tu feels tout le film. Puis après ça, c'est autour des deux autres faire leur scène. En tout cas. Ça a même fait en sorte qu'à un moment donné, il y a un gros bruit de bateau dans une scène. Puis la scène était trop bonne qu'en animation, ils ont rajouté un avion. Puis c'est devenu un bruit d'avion pour garder la take. Wow. Quand même cool. C'est nice, ça. Mais tu sais, on dirait que c'est un flash. J'avais même pas réfléchi à ça, mais tu sais, ces 2 films d'animation, il y a ça, puis Isle of Dogs. On dirait que c'est ces 2 films, je veux pas dire politique, mais il y a un côté plus social. Ouais, c'est vrai. Tu sais, Mr. Fox, c'est vraiment écologique, la destruction des habitats des animaux. Tu sais, puis Isle of Dogs, il y a quelque chose aussi de la politique. C'est politique aussi. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. On dirait que là, il se permettait d'être. Je sais pas. En fait, c'est une réflexion qui me vient là. T'as raison. Je réfléchis en même temps. Peut-être que. Parce qu'il est moins dans la politique sociale. Dans ses films, c'est vraiment. Je raconte des histoires. Ouais. Puis c'est ça aussi, je veux dire, Mr. Fox, Isle of Dogs, tu sais, au cœur de Isle of Dogs, c'est un petit gars qui a retrouvé son chien. Tu sais, mais qui est caché dans des couches de. Puis Mr. Fox aussi, c'est un peu ça, jusqu'à temps que tu te rendes compte la direction des. Mais à la base, il veut protéger sa famille. Ouais, c'est ça. C'est plus comme on protège, on essaie de s'arranger, mais quand on comprend l'espèce d'histoire qu'il y a en là, tu fais OK, il y a comme de quoi de plus qui est intéressant. T'sais. Ça amène au fait qu'il y a des thèmes qui sont très dark. Oui. Tu sais, si on pourrait parler de ça. On parle beaucoup de bubbly, coloré, mais qui contraste avec. C'est de la comédie noire, là. Oui, souvent. Il va parler de suicide, de la mort carrément, de la guerre, le divorce, ou pour revenir à la famille dysfonctionnelle, mais tu sais, c'est pas toujours rose, là. Très rarement même. Rarement, oui, c'est ça. Le souvenir que tu as des Wes Anderson, tu fais « Ah non, ça c'est feel good parce que tu penses juste au côté visuel, mais quand tu te rappelles le film dans ses détails, dans le synopsis puis de tout ce qui se passe, tu fais « Ah non, c'est quand même dark. » Ouais. Tenenbaum, je pense que c'est lui. Ouais. Je pense que tu sais, on a parlé de Zizou, mais Tenenbaum, moi, m'avait vraiment marqué. Justement, l'espèce de tu sais, oui, on riait d'eux autres parce que c'était tous des losers. Puis puis il a raté sa carrière de elle aussi. Puis il vit au crochet. Puis la famille est dysfonctionnelle, mais drôle. Puis là, à un moment donné, jusqu'à temps qu'il y a une tentative de suicide. Puis tu fais comme. C'est une vraie douleur. Puis moi, je suis là à rigoler depuis tantôt à tout ça. J'ai comme, oh shit, non, il va pas bien. Puis tout prend un sens. Je pense que c'est son film où la twist est la plus rentre dedans, tu sais. Il y a beaucoup... Oui, c'est vrai que souvent, sa deuxième moitié de film, elle va tendre un peu vers le côté dramatique, légèrement, mais là, il y a plus une grosse cassure. La cassure, elle fait plus mal. Elle fait plus mal. Non, t'as raison. Dans ce cas-là. Tu sais, Moonrise, qu'on n'a pas encore vraiment trop parlé, mais excellent film. J'aime beaucoup ce film-là. Mais la fin, quand ça vire... tempête, puis là, tout le monde capote, sont comme dans une église, puis essayer d'aller chercher les kids, sont sur le toit. Puis là, on tombe dans un visuel tellement sombre, soudainement, qui est très cool.
Puis il osait plus aussi désaturer l'image. Ouais. Et tu sais, c'est tellement contrasté, ces affaires-là. Pensez juste à Grand Budapest en général, mais mettons dans l'ascenseur, le pétant rouge avec du mauve. Ouais, mais c'est ça, elle finit en mauve, puis c'est rouge. Puis clac. Mais tellement trop de couleurs. Dans Moonrise, t'as aussi ça, t'as jaune beaucoup. Mais plus vers la fin, là, on désature. Ouais, c'est ça. Parce que ton jaune, il va facilement vers un beige... blanc-esque. Comme... Ouais. J'ai vraiment aimé ça, l'espèce de la belle histoire d'amour qui c'est cool, over, pas... C'est pas à l'eau de rose, c'est juste pas comme... over montré, tu sais, mais tu catches comme, ils trippent ensemble les deux kids, puis comme, l'espèce d'affaire, tu sais, pseudo... Roméo Juliette, dans le sens que c'est comme l'amour possible, que tous veut les séparer, les parents ne sont pas d'accord parce qu'ils ont 12 ans. Puis que c'est comme quasiment une tragédie de Shakespeare, mais pas jouer de même, jouer super comme ouais, OK, on va s'en aller. Puis, tu sais, mais ultimement, il n'y a comme pas vraiment de plan à long terme. Quand il se pousse, c'est juste comme OK, parce qu'au début, il fait OK, il faut se rendre là pour le premier camp. Il y a un truc vraiment calculé, mais après, Après ça, on dirait que comme c'est pas clair. Il voulait aller jusqu'à l'espèce de baie là, qui n'a pas de nom. Vivre là, mais c'est comme pas clair vraiment comme. Juste avoir leur liberté. Puis j'aimais ça dans ce film-là. T'as les enfants, particulièrement ces deux-là, mais tu sais, qui sont très à leur affaire. On dirait qu'ils savent ce qu'ils veulent. Sont plus matures. T'as les parents qui virent un peu débiles. Tu sais, t'as Edward Norton qui est comme... Il perd le contrôle de son campement scout. Les parents... Bill Murray puis Francis McDormand avec son speakerphone, je sais pas trop, là, dans la maison. On est super! Vraiment intense. Il y a un clash qui est vraiment le fun. Tu sais, Bruce Willis, qui a un anti-casting. Là. Ben encore là, dans l'espèce d'on joue pas. Mais tu sais, c'est plus surprenant de le voir, lui. Tu l'associes tellement au gros film d'action, puis il a fait des bons films plus indépendants, là, mais et là, il y a comme, ça marche, comme Gene Hackman dans Royal Tenenbaum. Je connais pas tant sa carrière, mais de ce que je connais de lui, on dirait, faire de la comédie. C'est intéressant d'avoir choisi lui. Il aurait pu reprendre Bill Murray, tu sais. Mais... Tu sais, puis quand on parlait là, des scènes qui retombent un peu dans le... Mais c'est un tout petit moment. C'est quand ils ont pogné quand ils se sont retrouvés la première fois. Là, tu parles de Moonrise? De Moonrise. Ouais. Quand, je m'excuse. On a parlé de Gene Hackman, mais dans Moonrise, quand Bruce Willis, finalement, il amène le kid chez eux en attendant les services sociaux. Puis là, il parle à la table. Puis là, ça tombe super petit, parce qu'il habite dans un bateau. Là. Je sais pas trop, c'est pas clair. C'est comme une petite cabane. On dirait que c'est mais je pense que c'est un petit shack, mais qui a l'air comme d'une cale de bateau. C'est tout petit. Là. C'est quand ils se parlent les deux, puis que là, tu sais, Bruce, il n'y a pas d'émotion, mais tu vois qu'il y a plein d'empathie pour le kid de comme, tu sais, il parle que moi aussi, tu sais, je comprends, j'ai aimé quelqu'un, puis comme ça n'a pas marché, puis puis je comprends exactement. Puis c'est quand il dit la ligne, j'avais adoré cette ligne-là, il dit, tu sais, t'as comme 12 ans, puis t'es fort probablement. Non, t'es clairement plus intelligent que moi. Mais l'affaire, c'est que t'es encore un enfant. And you haven't figured it out yet. Nice. T'es plus intelligent que moi. Tu comprends la vie comme je l'ai jamais compris, sauf que moi, je l'ai vécu. Tu sais, il y avait tout ça dans un petit twist, pas une grande phrase, mais qui veut tout dire dans une espèce de... il y a des petites subtilités, le fun. Prends ton temps, tu vas voir, la vie va se placer. On peut parler vite. Tu l'as pas vu, par contre, Darjeeling Limited? Non. Peut-être sont moins drôles. Les personnages sont très intéressants. On a 3 frères qui se sont pas vus depuis la mort de leur père, les funérailles de leur père, et qui, là, font un voyage en train en Inde, une espèce de périple pour se ressouder, et qui est vraiment l'idée par Owen Wilson. Je sais pas si c'est le grand frère là-dedans, mais qui prend les contrôles. Les 2 autres sont pas trop sûrs. Ils se disent tous des secrets en disant « dis-le jamais à l'autre », mais ils finissent tous par se le dire. On est vraiment dans un autre univers, évidemment. Là, lui a été très inspiré par certains films indiens. Satyajit Ray, un grand cinéaste qui a beaucoup influencé Scorsese aussi. Et même Scorsese, c'est un fan de Wes Anderson. Et juste avant de sortir Darjeeling Limited, il a fait un screening juste pour Scorsese. Les deux étant fans du cinéma indien. Il y avait vraiment un souci de peut-être vivre lui-même un chemin
choc culturel avec ce film-là. Puis même Isle of Dog aussi, là, il s'est vraiment immiscé dans la culture japonaise. Il y a des bouts en japonais dans le film, c'est ça qui est le fun, c'est que les Japonais parlent pas anglais, il y a pas toujours des sous-titres non plus, tu finis juste par comprendre ou tu trouves un moyen de faire passer, tu sais, vu qu'il y a beaucoup des speeches politiques, mais là, tu as une traductrice qui parle en anglais, mais tu sais, ça fit dans le contexte, puis ça nous fait comprendre l'histoire sans avoir à doubler les personnages asiatiques, tu sais. C'était vraiment le fun, puis on est vraiment en plein dans la culture. Il y avait comme un grand respect pour en utilisant la musique japonaise pour ce film-là, puis même chose avec Darjeeling Limited, utiliser la musique des cinéastes qui l'ont inspiré, des fois la musique de films indiens, mais aussi de compositeurs indiens. Quand on parle qu'ils aiment le détail, mais ça se retrouve dans la musique, ça se retrouve dans plein de petites affaires. Il pousse l'immersion, là, vraiment. Le plus qu'il peut là-dedans. À voir. À voir, absolument, un jour. Mais là, il nous reste, mettons, Grande Budapest. On peut se garder pour là. On peut clore avec ça. Parce que c'est comme vraiment L'aboutissement. C'est très complet, Puis on dirait que là, il s'est permis... Tu sais, dans Moonrise, tu sais, que je fais, OK, on est proche de Grande Budapest, mais... Tu sais, l'idée que c'est encore plus théâtral, vraiment l'utilisation là, des maquettes, l'hôtel est comme dessiné, puis t'as comme le mont de pente, là, puis tout, mais tu sais, là, on dirait qu'il dit, OK, j'y vais all-in, là, dans le sens que là, c'est vraiment un décor. Cet hôtel-là n'existe pas, on l'a créé. Puis, tu sais, ils l'ont créé par-dessus un hôtel qui existait, puis on refait des scènes, puis même quand ils sont dans le train, mais... On voit pas de temps à l'extérieur, la course, la poursuite de ski qui est complètement... hommage à James Bond. C'est ça, il y a comme un hommage aussi au vieux cinéma, la vieille façon de faire, en utilisant des matte painting, en utilisant des trucs pour cacher tout ça. On dirait que d'avoir fait de l'animation, là... T'sais, il a amené ce bagage-là aussi, Fantastic Mr. Fox, avec du live action. On va intégrer la maquette, on va intégrer... Justement, le ski, c'est un bon exemple. Là, quand tu les vois partir, mais après ça, là, ça va à une vitesse folle. C'est comme cartoon, encore une fois. On dirait qu'on est dans de l'animation, mais un mix avec la réalité aussi. Tu sais, dans Moonrise, pour revenir, là, c'est juste quand ils sont en haut de la tour, puis ils tombent, puis ils se tiennent, mais on a le plan de loin, mais tu sais, c'est ça. C'est dessiné ou peu importe comment c'est fait, là, mais... on voit pas Bruce Willis tenir deux enfants. Non, c'est ça. C'est comme de loin. Tu fais, Après ça, tu vas avoir des close-ups la face, puis tu l'associes ensemble. Et voilà, mais c'est ça, c'est que tu vas dans Moonrise, c'est comme, OK, on dirait qu'il voulait aller là, puis là, Grande Budapest, ça dit, OK, je vais all-in tout ça, dans toute cette gamme d'outils-là que j'ai maintenant. Un de ces outils-là qui est l'espèce de narrateur, raconter l'histoire. Là, c'est tellement un fouillis, mais clair en même temps, mais c'est pas la façon simple de le raconter. Non, parce qu'il y a comme... il y a tellement de couches. Tu sais, au final, c'est l'histoire de Gustave. Ouais, c'est ça. Au final, c'est Ralph Fiennes, puis c'est son histoire. Ouais. Mais il va passer... Parce que le film ouvre, t'as une fille avec un livre qui s'en va devant le monument de cet auteur-là qui est en train de lire. Après ça, on revient en arrière, on voit cet auteur-là, alors qu'il était vivant en 85, en train de raconter, mettons, quand on est auteur, les personnages viennent à nous. Ouais. Et j'ai fait une rencontre en 68. Il revient. On revient en 68. Et là, c'est là que tu as Abraham Murray, qui est le personnage de Zero, qui va raconter à l'auteur, mais là, on a un auteur qui est plus jeune, joué par Jude Law. Oui, c'est Jude Law, c'est vrai. Et on revient dans les années 30 pour raconter l'histoire de lui quand il était jeune, Zero, jeune. Et sa rencontre avec Gustave. Pour arriver à Gustave et cet hôtel-là. Mais ça fait le charme de tout ça. C'est la mise en abîme la plus longue, je pense. Ouais, tellement. Et il va s'amuser avec le cadrage aussi. Oui. Donc, chacune de ces trois époques-là n'a pas le même ratio. Oui, c'est ça. Encore là pour te rappeler à chaque fois que Wes Anderson est là. Fingerprints. Mais écoute, l'utilisation de ce que tu as dit, l'idée de l'image plane. Ouais, là, tabarouette. Ça a tout le temps été là, mais là, c'est qu'on la sent. C'est parce qu'il y a des corridors, ça fit avec l'hôtel, le desk. Et les gens ne marchent. Tu sais, quand on a le cadrage de même, mais les gens, s'ils passent de gauche à droite, ils passent. C'est vraiment pas de diagonale. C'est comme vraiment s'ils étaient comme sur un fil de fer ou un fil de fer, puis ils font juste comme, mais moi, je suis le figurant et je m'en vais là-bas. Mm-hmm. Mais ces gags sont décuplés, tu sais, juste
quand la police arrive, puis il confronte Gustave, puis il part à courir, vers le fond. Fait rire, ça. C'est ridicule. Quand tu le racontes, c'est juste, la police arrive, il part à courir. Ouais. C'est hilarant de par le cadrage, de par le fait que c'est une image carrée et qu'on a une énorme profondeur parce que le hall est immense. Puis de le voir juste s'en aller, puis ça coupe pas, puis c'est long. Puis t'as le décalage aussi entre sa course puis la course des policiers qui est comme 3 secondes après. Il est parti. Okay. Mais puis de voir, tu sais, de pas couper, c'est hilarant. Tu le vois même monter les marches au loin. C'est ça, il utilise beaucoup ça. Puis il a même fait une scène de bataille au fusil, une scène d'action, mais en gardant son style. Tu parlais le nord, sud, est, ouest. Ouais. Fait que vraiment, tu sais, puis les switch pans à 90. Fait que c'est vraiment du 180, tu sais, on passe de face à face. Après ça, il y a d'autres protagonistes qui arrivent en ligne de compte, d'autres gars qui tirent. Qui arrivent à SOS. Ça switch justement toujours à 90 en gardant ses axes très clairs, mais avec un montrage très rythmé, puis c'est ça. C'est fou comment on n'est jamais perdu. Pourtant, c'est comme, ils sont chacun sur un balcon, puis c'est pas pareil, c'est très semblable. Ouais. Puis là, on passe ça, puis ils sont très cadrés au centre. Fait que tu fais comme. Mais on sait que ton Gustave, c'est notre nord. Fait que là, ça va là, c'est un tel. L'autre bord, c'est Adrien Brody. Edward Norton avec Owen Wilson qui arrive. Ouais, c'est ça. Fait que t'es jamais perdu. C'est ça qui est fou, la précision de son truc. Et les gags, c'est ça. Juste au funérailles, les coups de poing, un qui donne un coup de poing à l'autre, qui donne un coup de poing à l'autre, puis c'est juste comme, ça coupe à un plan, mais c'est tellement frontal, tu vois juste un point rentrer, ça coupe à l'autre, le point arrive, c'est hilarant ce film-là, mais en même temps très touchant, tu sais, il y a une humanité dans ce personnage-là de Gustave, mais c'est qui ce gars-là? Genre, il est charmeur de ça. Mais il est super vulgaire, super vulgaire, super comme... Mais c'est ça, ces personnages, souvent, qui trippent sur des vieilles femmes. Là. C'est tellement original, bien écrit. Il y a eu 9 nominations aux Oscars. Fait que, quand on parle en début de podcast, c'est sûrement lui là, que... Même si tu connais pas le cinéma, tu as entendu parler de ce film-là. Grâce à ça, grâce à plein d'affaires, ça l'a tellement voyagé et rejoint du monde. Il y a une scène qui est incroyable, puis je l'ai aimé en l'écoutant, puis je savais même pas catché que c'était une référence directe à une scène d'Hitchcock. Puis c'était Torn Curtain d'Hitchcock. C'est pas un classique, mais pas pantoute. C'était un de ses moins bons films. Mais c'est la scène où Jeff Goldblum, il se fait poursuivre par Willem Dafoe. Puis il rentre, puis là, il regarde toujours derrière. Puis t'as un ombre d'un marche, puis tu vois juste l'ombre arriver, mais on voit pas la personne arriver. C'est ça, ça finit qu'il se fait couper les doigts. J'avoue, on sent le suspense. L'espèce de... Ouais, c'est ça. Mais allez voir sur YouTube, t'as un plan par plan comparaison. C'est pas le même pace, mais c'est inspiré, c'est évident, mais à la sauce Wes Anderson. Il rend beaucoup hommage. C'est un cinéphile depuis ses débuts. Puis on sent que Budapest, beaucoup, là, c'est un hommage d'avoir plein de référents à plein de vieux films, dans l'idée de l'utilisation de faux décors ou de trucs. Là, tout à fait. Mais je sais pas si tu as vu là, quand il parlait justement du tournage de ça, que quand il est arrivé avec le scénario, il dit n'importe quel réalisateur qui arrivait avec ce scénario-là, dans les budgets qu'ils font, il serait fait renvoyer de comme yo. Parce que, tu sais, il y a une poursuite en ski, il y a un train, il y a des fusillades, il y a plein d'affaires. Mais il dit, mais moi, je vais être capable de le faire pour rien. Ouais, parce que le train, ça va être sur une rail dans une petite boîte. Ouais, il va juste avoir le cadre, puis les acteurs qui sont là, ils sont tirés sur un petit dolly par une personne. T'sais. Par une personne. Puis le ski, ben gars, ça va être à terre. On va juste mettre la neige. Ouais, c'est ça. Pitché, puis ils sont comme un décor qui va être peinturé, qui va juste défiler, comme fou, dans le vieux cinéma. Ça fait pas cheap. Tu dis, ça va être cheap. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment hot. Mais il n'y a que lui, tu sais. C'est que lui qui peut faire ça, tu sais. Je veux dire, Nolan ne peut pas faire ça. Là. Non, là, ça ne marchera pas là, dans Inception. Là. Inception, ça, puis à maner, un faux décor peinturé, puis ils font semblant de courir. Des marionnettes. C'est juste DiCaprio qui est de même, qui fait semblant de courir avec un vent dans le tout. Ce serait magique. Non, il n'y a que lui pour faire ça. Hey, on a pas mal fait le tour. On pourra en parler encore longtemps, mais là, moi, j'attends impatiemment de French Dispatch. Ouais, ça, c'est maudite pandémie. Maudit. Parce qu'il était supposé sortir à l'été 2020. Ouais. C'est
ça. Ouais. Et donc, il n'a pas sorti. J'ai déjà vu le trailer il y a sûrement 2 ans, mais tant mieux si j'en vois pas plus. Je pense qu'on avait vu le trailer ensemble. Ça se peut, quand on travaillait ensemble, dès qu'il y avait un trailer, on arrêtait là. On arrêtait tout de travailler pour regarder les trailers. C'est là qu'on l'a vu, puis on était juste comme « Holy shit, ça s'en vient, French Dispatch ». Ouais, je pense qu'il faut être patient, mais sinon, aller sur Disney+, puis écouter ça. Disney+, écoute, il en manque 2, fait que c'est quand même un bon départ. Ou aller sur YouTube, puis il y a tellement un gros fanbase, il y a tellement de gens qui font des vidéos de qualité, qui repassent à travers son cinéma, qui analysent de tous les sens, puis il y a toujours des Easter eggs ou des trucs cachés, des affaires qu'on n'a pas vues, mais qui fait en sorte qu'après avoir regardé ces vidéos-là, on l'aime encore plus parce qu'il y a un génie assez unique. Tout à fait.